by so slowly. Time goes by so. Vous le vivez comment? Pardon? Vous le vivez comment? Ben, en fait, j'ai pas eu de choc particulier par rapport à ça, quoi, si vous voulez. C'est un peu comme vous vivez dans une culture avec une langue maternelle, ça vous choque pas. Mais moi, ces perceptions, c'est pareil, ça me choque pas. Ce qui est choquant, c'est de temps en temps le différentiel que ça crée en termes de communication. C'est assez étonnant de percevoir quelqu'un qui vous dit oui et qui pense non, ou qui pense autre chose, ou qui, derrière, ça s'agit d'une autre manière. Ça, c'est assez particulier. Et ensuite, ce qui est le plus perturbant, c'est pourquoi tout ça? La question fondamentale, pourquoi je suis né? Pourquoi les gens, ben, ils sont comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi je suis pas à sa place? Pourquoi... Et après, il y a une fin. Mais pourquoi une fin? C'est quoi ce jeu? Donc c'est ça qui m'a préoccupé, si vous voulez. Vous voyez au fond des êtres vivants, des gens, si ben c'est, comment dire, je dirais pas intrusif. Ça va être fou. Bah, Mais après, vous, comme vous le dites, vous vivez depuis tout petit, mais bah, c'est le système de fonctionnement qui est comme ça, hein, de toute façon. Donc après, c'est de l'hypersensibilité. Moi, ce que j'en fais, c'est essayer de travailler et éventuellement pour aider quelqu'un ou pas. Votre système de perception, il est intrusif ou pas, il regarde des choses ou pas toute la journée, vous sentez des choses ou pas. Pour moi, c'est une fonction complètement normale, quoi. il y a des personnes qui peuvent l'utiliser de façon contraire. Ouais. Oui, bien sûr. Tout le monde l'utilise dans les deux sens, en positif et en négatif, obligatoirement. Mais ça, c'est un automatisme. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelqu'un en bien, c'est une partie de vous qui regarde la chose sur laquelle vous projetez de l'énergie. Mais automatiquement, vous avez toute une partie moins sympathique qui se projette avec. Hein. C'est obligatoire. Ça, c'est un phénomène inhérent à chaque être humain. Ouais. Vous prenez un quota de personnes qui vont faire exactement la même chose, donc ça va produire une énergie beaucoup plus puissante. Et à ce moment-là, vous allez prier, par exemple, pour la paix dans le monde. Vous allez voir que le lendemain, il n'y a pas de paix dans le monde. Parce que l'intention ne suffit pas. C'est tout ce qu'il y a derrière que vous véhiculez aussi. Il y a plein de parties de l'humain qui n'est pas forcément d'accord avec, qui n'est pas forcément en paix, hein, d'accord? Donc toute l'énergie générée, elle ne va pas produire l'effet escompté. Sinon, il y a longtemps que ce serait fait. Est-ce que vous, qui avez cette sensibilité particulière exacerbée par rapport à nous ici normalement, Ouais. le fait que moi, qui suis en face, puisse imaginer que vous puissiez vous introduire dans mon esprit, pas vous introduire, mais percevoir et comprendre les choses, ne puisse pas être perçu comme intrusif de ma part. Quoi. Comme ça, c'est forcément gênant pour des gens, et ça l'est beaucoup moins pour d'autres. Obligatoirement, bien sûr. Donc, on ne fait rien dans ce cas. Ouais. Mais du coup, là, quand vous regardez la salle, vous percevez en chaque personne ce point-là. Bah, ce point-là, ouais, et puis plein d'autres informations. Qu'est-ce qu'on pense de vous? Non, on est d'accord. Si je fais gaffe à tout ce qu'on pense de moi, je fais rien. Quoi. Non, mais par rapport à ce qu'il y a, bien sûr. Pardon. C'est quelque chose de... Il y a des tonnes de canaux, il y a des choses qui passent juste par la sensation ou par de l'information. On a tous des canaux préférés. Et ça, c'est de façon permanente. Oui, à brancher, débrancher. De façon permanente. Oui, mais après, il faut faire un tri parce qu'à l'adolescence, ça s'est empiré, en fin de compte. Okay, et à un moment donné, il a fallu mettre une barrière à certaines choses, fermer la perception de certaines choses. Pour protéger. Bah, pour protéger, oui, pour me protéger moi, parce que je ne peux pas être 24/24 en hypersensibilité, puis choisir aussi ce que je peux en faire. Voilà, quelque chose de plus ou moins médicalisé. Qu'est-ce que ça a déclenché dans la relation amoureuse avec votre épouse, si tant est qu'on peut se poser la question? Bah, elle est habituée, hein, parce que... Sur les boutons ou comment ça marche? Non, c'est quelqu'un qui forcément développe des hyperperceptions aussi, de toute manière, et qui est complètement au diapason de ça. Évidemment, on ne rencontre pas des gens qui s'en foutent ou qui vous maltraitent, hein, c'est pas possible. Donc forcément, vous êtes toujours dans un univers de gens qui comprennent ça, et qui eux-mêmes sont doués de ça, et qui le développent aussi. Donc on apprend à faire avec des choses plus ou moins positives ou négatives. On sait aussi que l'autre, il balance aussi des choses pas super sympas
par automatisme, c'est ce que tout le monde vit tous les jours, dans un couple, bah ça, faut le gérer aussi, forcément. Est-ce que vous direz qu'on est tous inscrits dans des systèmes de réseau et que... Mais tout le monde est dans un système. Il n'y en a aucun qui n'est pas connecté. Tout le monde est branché. Ça ne marcherait pas. Et si vous n'êtes pas isolé de vos émotions, vous n'êtes pas isolé de votre structure mentale, vous n'êtes pas isolé des autres, vous êtes isolé de pas grand-chose. Vous vous entourez de gens qui sont hyper perceptifs, mais est-ce qu'ils l'étaient déjà auparavant? Est-ce qu'ils sont devenus? Non, mais Est-ce c'est que ça peut se comme mettre en vous place? n'êtes pas là par hasard, c'est juste parce que ça vous intéresse. Voilà. Donc forcément, vous rencontrez des choses, et des gens, et des amitiés, et des amours qui sont issus de gens qui sont quand même minimum intéressés, parce qu'autrement ça ne fonctionnerait pas, on ne pourrait pas la même chose. Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis ou qui peut s'acquérir? C'est quelque chose qui évolue dans les définitions et les compréhensions des choses, et l'utilisation aussi. Quelle explication vous donnez au fait que vous considérez que ça part d'un point? J'ai des explications, mais elles sont beaucoup plus mystiques, du coup. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, le fonctionnement humain et certains autres fonctionnements sont des multiplications de points, tout simplement. Comme quand j'étais petit, j'ai demandé à mon médecin, mais en fait, en fait, j'ai vu à l'école, en biologie, c'est des cellules, le corps. Ouais. Mais pourquoi ça tombe pas? C'est collé. Et il m'a dit, non, c'est bizarre, non, c'est pas collé, mais ça tombe pas. Les tissus sont ensemble. Mais il a raison, c'est sa réponse. Et je lui dis, mais en fait, tu sais, ça tombe pas parce qu'à partir du centre de gravité, c'est des reports du centre de gravité. Donc il y a une cohésion cellulaire de la gravité. C'est comme des points qui se relient. Et ça fait un conglomérat. Et les formes de vie ont tout un conglomérat différent. Ça, c'était assez habituel, comme question et surtout comme réaction. Donc j'ai posé beaucoup de questions. Mais la mort cellulaire, là, comment vous l'intégrez? La mort cellulaire, c'est... Ce qu'on appelle l'apoptose. Oui, l'apoptose, oui. Ce qui fait que d'une bonne mort cellulaire, et la vie s'installe. C'est ça, parce que ce sont des programmes qui se suivent. C'est des logiques. Je me suis demandé quelle était cette logique. Intellectuellement, j'ai pas eu de réponse. Donc évidemment, j'ai dû me plonger dans ces sensations progressivement, petit à petit, en immersion dans ce que pouvait être le sens de la mort. Donc c'est une expérience à faire, c'est pas évident. Et là, au bout d'un moment, j'ai compris, ça c'est moi qui dis ça, voilà, j'ai compris que c'était une logique. Et ça fait un petit peu comme au niveau d'une cellule, mais ça je l'ai appris plus tard parce que voilà, j'étais passé calé en biologie à l'époque, que en fait, il y a quand même une capacité à faire des mises à jour, et d'où on est parti dans un temps particulier, cette capacité, elle s'amoindrit en fin de compte. Parce que l'histoire à l'intérieur de la personne, elle prend de plus en plus de place dans l'automatisme. Donc il y a moins la capacité de faire des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. Et qu'à un moment, ça devient complètement logique d'arrêter et de reprendre sur un autre espace-temps. Et là, je rejoins des traditions qui évoquent différentes incarnations. Et pour moi, c'est une logique. Dans ce registre-là, ça vous a amené, par exemple, à changer de manière de vous nourrir, pas de trop. vous comporter De me comporter un petit peu, de me nourrir aussi, mais pas des changements colossaux notables avec un rejet des choses, dans une démarche... mais plutôt dans une compréhension un peu de ce que sont les choses, ce que c'est que l'animal, ce que c'est que le végétal, ce qui vient m'apporter. Donc, voilà. Je ne suis pas végétarien. Ça vous amène à vous soigner vous-même ou si vous pouvez passer par là? Oui, complètement. La première personne qui me soigne, c'est moi. Donc c'est tous les matins un petit checking, voir comment c'est en place, puis tous les soirs un petit checking, et entre les deux, une question. Entre toutes ces logiques, est-ce que vous laissez une place pour Dieu? C'est logique, pour moi c'est Dieu. J'ai jamais vu quelque chose d'énorme, congloméré, condescendant, qui te dit fais ci, fais ça. Jamais vu. Alors peut-être que je ne suis pas allé assez loin. Mais plutôt que c'est un tissu vivant qui exprime des choses. Et il y a plein de plans différents. Donc il y a le plan humain, il y a le plan animal, le plan végétal, le plan minéral, et puis il y a plein d'autres plans aussi, sous d'autres formes. Donc on a le spectre de la vue qui nous permet
d'appréhender la vie terrestre d'une manière visible, et puis elle ne permet pas de tout appréhender. Hein. Vous savez bien comme moi qu'il y a des animaux qui voient autre chose, mais il y a des tonnes d'autres réalités. Donc pour moi, Dieu, c'est ça. C'est des logiques et certaines que je ne comprends pas parce qu'elles dépassent ma capacité à comprendre. Ça fait des bugs assez importants. J'avais une autre question également. C'est chacun notre petite fenêtre à 2%, et la vôtre. Pas beaucoup plus grande. Pas beaucoup plus grande. Elle a plus d'expérience, elle est mobile différemment. Ce qu'il y a derrière, c'est différent. Voilà. Mais ma fenêtre de conscience, elle n'est pas beaucoup plus grande. Des personnes que vous auriez rencontrées qui ont un plus vaste champ de conscience? J'en ai rencontré. Et il y en a des plus vastes, effectivement. Donc ils arrivent à faire des calculs plus grands que les miens. Donc englober plein de plans à la fois, un peu plus grands. Et puis après, j'en ai beaucoup plus rencontré décalés, en fait. Donc c'est vrai qu'ils sont super forts sur certains plans, très absolus, mais pas consciemment plus grands, en fait. Ceux qui ont un champ vaste, ça pourrait les aider en quoi? Et ceux qui ont un champ vaste sont plus humains et qui ne sont pas forcément ce que vous appelleriez des maîtres spirituels, etc. C'est pas ces gens-là. C'est qui c'est Mère Teresa? Ça veut dire quoi, moi, humain? Des gens qui sont calés dans leur propre système et qui ont, pas forcément d'obédience particulière, pas forcément de religion particulière, et qui arrivent à accumuler de l'expérience et à restituer de l'expérience et aider les gens, mais sans rentrer dans des obédiences religieuses ou des croyances. C'est ça que j'appelle plus humains. Ils sont plus eux-mêmes, avec un outil forgé sur eux-mêmes et leur propre compréhension. Pour moi, c'est ça l'humain. C'est une personne qui est capable d'assumer ce qu'elle est. C'est facile ou pas, hein. Je ne vais pas dire que c'est pas facile, mais c'est facile pour personne. Mais sans forcément se ranger, se planquer derrière un truc que tout le monde va plébisciter. Vous avez ces perceptions via une photo de la personne ou vous la voyez vis-à-vis pour avoir les informations? C'est pas obligé d'avoir une photo de la personne. Si vous me parlez de quelqu'un ou de quelque chose, vous avez la fréquence de cette personne en vous, c'est du transfert d'infos. Avec des choses qui sont perceptibles pour moi. Est-ce que vous avez des systèmes de sécurité? Déjà, votre noyau profond, il est intravaillable. Donc vous ne voyez pas des trucs au pif juste parce que vous avez envie de les voir. C'est verrouillé chez les gens. Et à l'évocation de certaines choses, effectivement, il y a des verrous qui sautent. Et s'il y a des accords qui se font, qui sont assez rapides, quasi instantanés, et ça, c'est le tissu humain qui est comme ça. Il est tout le temps en train de collaborer. Ou pas. Et c'est que de l'attraction, du rejet, de l'attraction, du rejet en permanence. Donc tout ce qui est moins visible, c'est exactement pareil. C'est de l'attraction, du rejet, ça, ouais, ça, je veux bien t'en parler, mais ça, tu touches pas, tu regardes pas. Chacun est dans son centre, il ne peut pas rentrer dans la structure de l'individu comme ça. Le corps astral, les débats, l'éther, l'aura, c'est quoi? C'est issu de croyance ou c'est une réalité? Le corps astral, c'est une partie de la possibilité d'emmener le corps énergétique et le corps plus ou moins émotionnel. Alors pour moi, c'est ma définition. C'est peut-être pas la définition de tout le monde, mais ce champ émotionnel que vous percevez là, vous générez des émotions, c'est une sorte de champ. Okay, il y a des tonnes de couches et des tonnes d'informations dedans. Pour moi, c'est ça l'astral. Et la capacité de faire un voyage astral, comme on peut le dire ou entendre, donc pour vous, il existerait une possibilité, une probabilité, c'est-à-dire qu'on peut faire émerger la conscience hors de son corps et rester conscient? Bah oui, ouais. Il y a des gens qui le font énormément. J'ai eu l'occasion de le faire plus ou moins accidentellement parce que j'ai vécu des phénomènes assez curieux. C'est pas des choses qui sont intéressantes pour moi, mais qui le sont pour d'autres. Il y a des gens en Suisse d'ailleurs qui font des recherches là-dessus avec des médecins. Il y a un monsieur, Nicolas Fraisse, c'est ça? Qui lui décorpore, fait des voyages assez rapides qui sont quantifiables. Et ça, c'est pas mon truc. C'est parce que lui, c'est sa voie d'expression, c'est pas la mienne. Chacun a une voie d'expression.
Mais ça pourrait nous permettre d'imaginer que la vie après la mort, ça existe, puisque là, il y a une conscience en dehors du corps. Pour moi, c'est une réalité. Hein. Ouais, justement. Exactement. Donc chacun après peut appréhender ça à sa manière, le rejeter, peu importe. Et pour moi, oui, c'est une réalité, la vie après la mort. Mais c'est pas une vie après la mort. C'est avant, après. C'est autre chose. C'est un passage. Une logique à incarner quelque chose, c'est une forme d'expérience, et une autre logique à ne plus incarner ça. Il n'y a pas pour autant moins de vie, mais c'est complètement différent. L'espoir central qu'on a dans chacun à l'intérieur de soi, c'est une partie de la source. C'est une partie de la source. Ouais. Hein, C'est ce que les anciens appellent plutôt, d'après ce que j'ai pu voir, et ça m'a bien aidé, une sorte d'atome germe. Enfin, ouais. Atome germe inhérent à chaque personne, à chaque incarnation. Oui, c'est une partie divine. Ouais, c'est une partie divine, parce que de toute façon, déjà à la base, tout est assez divin en fin de compte. Est-ce qu'il peut vous arriver du coup de travailler sur des personnes, par exemple, qui devraient être désincarnées mais qui n'arrivent pas à se désincarner Des personnes qui sont désincarnées. Mais je veux dire, par exemple, moi ce que j'appellerais, mais en langage que j'aime pas, c'est entité, vous voyez, des restes d'astral qui ne seraient pas à leur place. Oui, ça se travaille, mais après, est-ce que tout le monde a à faire ça? Est-ce que c'est votre tasse de thé? Vous ne pouvez pas tout faire. C'est des masses énergétiques que j'ai eu l'occasion de bouger quand il a fallu le faire, ou par expérience, quand ça s'est présenté. Alors, Ce que vous vouliez savoir, c'est est-ce qu'il existe des personnes qui donc sont plus encore au alentour, voilà. qui n'arrivent pas à se dégager de... pour moi, ça n'existe pas, ça. Ah non. Le système humain, c'est un système qui est parfait. On ne comprend peut-être pas tout, mais pour moi, passer une âme, ça n'existe pas. C'est un résidu de quelque chose, c'est une forme holographique, mémorielle de quelque chose qui tourne en boucle, d'ailleurs. D'ailleurs, ces fantômes tournent tout le temps en boucle. Hein. Et ils racontent toujours à peu près la même chose. Vous ne pouvez pas les inviter à aller faire les courses avec lui, il ne viendra pas. Ce qui l'intéresse, c'est tu m'as tué, je veux trouver mon assassin. Et là, c'est toujours en boucle, en boucle, en boucle. Il y a une forme d'intelligence hyper restreinte. C'est plus une trace énergétique de la personne parce que ça s'est mal passé ou elle a un vécu difficile ou peu importe. Et il y a plein de possibilités. Mais il n'y a pas de problème d'âme. Non, il n'y en a pas. Proprement dit, en tout cas, ce qu'on peut appeler l'âme, il n'y a pas. En tout cas, si c'est pas un fantôme ou une âme errante ou une âme décédée, qu'est-ce qui l'anime alors? Parce qu'il y a un point central qui anime la vie. Quel est le point central de ce moment-là, de ce fantôme, on pourrait dire? Mais il n'y a pas de point central, le fantôme. Comment ça marche, ce point central? Avec le système énergétique, c'est tout rythmé, cadencé, rythmé, cadencé. Un être humain, il est constamment en train de laisser une trace dans son espace énergétique, qu'on appelle l'espace éthérique, en fait, si vous voulez. C'est comme une sorte de mémoire inhérente à toute chose. Et lui, il se cadence en s'autosuffisant dans un petit système. Pour moi, c'est comme un petit CD qui a la particularité de s'auto-alimenter. Pas longtemps, en fait, en général. Pas très longtemps. Ça ne peut pas durer très longtemps. Et quels sont les gens que vous aidez? Ils ont quoi comme pathologie? Ils viennent vous appeler? Ah bah de tout, ça dépend. Hein. Pas de tout, mais... De tout. J'ai mal aux dents, je viens vous voir. Pas forcément les dents, c'est des problèmes chroniques. Bon, bah c'est pour ça que je vous dis ça. Bah de tout chronique. Est-ce que vous allez nous parler de comment vous faites la consultation, un petit peu pratique, comment ça se passe? Bah, je ne suis pas venu là pour ça, je suis plutôt venu pour qu'on puisse échanger des choses par rapport à des questionnements que vous avez, pas tellement pour vendre mes traitements, quoi. Parce que moi je comprends pas tout. Je trouve que vos questions sont très. Oui, c'est très ésotérique. J'ai l'impression de ne pas être à ma place, quoi, vous voyez, parce que je ne comprends pas tout. Et je trouve qu'on parle beaucoup des gens, en comité, tout ça, et pour moi, on ne parle pas assez de. Ah, mais pour vous, mais peut-être il y a d'autres personnes qui ont autre chose. C'est la même chose. Mais est-ce que vous diriez... Globalement, pour vous, il y a quand même... Pardon. Vous êtes dans cette triptyque un corps et esprit. La triptyque corps-esprit, il faut au moins un minimum mettre un contexte, puis des mots sur une définition. Après, c'est les miennes. Hein. Ce qu'on appelle
corps-esprit, c'est dans un espace et un temps déjà. Ok. Donc on peut dire qu'il y a une incarnation. Et pour moi, je ne suis pas tellement dans la perception de il y a un corps et un esprit dedans. C'est corps-esprit, c'est la même chose. Il n'y a aucune dissociation. Il y a juste une application physique, une expression physique, donc on peut appeler ça le corps, et une expression invisible, on va appeler ça l'esprit. Mais ces deux expressions dans le même système. Au moment de la mort, il y a quand même une dissociation. Ouais. Ce qui se passe, c'est que vous avez quelque chose qui est temporel. Okay. Donc l'incarnation, elle est dans une unité de volume, en fait. Une longueur, une largeur, une hauteur, on est dans un volume. Dans ce volume, vous pouvez vous déplacer. Donc ça donne une vitesse, ça donne de l'espace, ça donne du temps. Voilà, on le sait. Donc dans cette unité-là, il n'y a que l'incarnation pour moi qui fonctionne. L'âme, ce que les anciens appelaient l'âme, je ne peux pas l'appeler vraiment l'âme. On va dire le pilote, il n'est pas dans un espace temporel. Il est dans un espace intemporel. C'est un autre système qui gère, qui émane une incarnation. Voilà. Donc c'est un pilote qui formalise une incarnation. L'incarnation, c'est une émanation de ce pilote. Mais ils ne sont pas sur le même plan. C'est pas parce que le temporel semble durer éternellement, c'est quand même qu'un espace-temps, il semble durer éternellement, c'est pas l'intemporel. Il y a une confusion entre du temporel infini, immense, énorme, et de l'intemporel. C'est pas du tout les mêmes mécanismes. Donc pour moi, l'âme, ça s'engage que moi, c'est de l'intemporel, c'est pas dans du fini, c'est dans l'infini. Donc c'est une expression finie de quelque chose d'infini, à un moment donné. Et ça a des propriétés physiques, il y a une expression qu'on va appeler physique et une expression qu'on va appeler invisible, donc esprit. Parce qu'on a mis ces mots dessus. En fait, le pilote, quand il envoie une émanation en incarnation, ben ce lien, ben c'est ça, c'est ce petit soleil. C'est ça, cet atome germe. Voilà. Donc quand vous mourrez pour moi, toujours pour moi, il y a des décompositions du corps et de l'esprit, et toute l'information contenue dans l'atome germe, elle remonte de toute façon. Parce que c'est l'atome germe qui collecte toutes les masses d'informations, ce centre collecte, okay, et informe constamment le pilote. Et ensuite, tranquillement, se désagrège le corps et l'esprit. Il n'y a qu'un seul pilote pour tous? Non, il y a un pilote par personne. Qui se joint à un pilote commun? Ouais. C'est ça? Ouais. Donc chacun a un pilote individuel qui se joindrait à un pilote universel. Ouais. D'accord. Ici, c'est comme quelque chose qui peut se fractionner en plusieurs pilotes et qui peut émettre des niveaux d'incarnation différents. La théorie du double, qu'on a tous un double, mais dans un monde, dans un autre monde. Oui, alors, Un autre espace. je ne le pose pas comme ça. Je pense que c'est vrai, ce qu'il appelle le double, ou ce que les gens appellent le double, c'est plutôt un niveau de résonance de notre fonctionnement en fin de compte. Il y a des switches dans le système éthérique, dans le système énergétique, et en fin de compte, de ces switches, soit vos organes sont alimentés, soit ils commencent à passer sur un autre plan et sont désalimentés. Et pour moi, c'est là où la maladie fait son lit en fin de compte. C'est un trauma qui provoque un ébranlement énergétique, au niveau organique par exemple, qui commence à se désincarner. Pour moi, la maladie, c'est ça. Okay. Donc, elle se désincarne, elle commence à laisser la place à une sorte de vide qui est rempli par autre chose. Cette espèce de morbidité, la bascule vers la mort, en fin de compte. Cette énergie de bascule, elle est prédominante, et à un moment donné, elle envahit de plus en plus le corps. Voilà comment ça marche pour moi. Et puis vous faites quoi alors? Vous donnez de l'énergie pour que la personne trouve ses propres ressources en elle pour guérir? Ou bien vous... Ouais, alors ça, voilà, au niveau éthérique, strictement énergétique, on peut dire ça. Okay. À d'autres niveaux, les gens qui viennent nous consulter, c'est pour des problématiques de vie. Après, que soigner, ça ne m'intéresse pas. Il y a plein de gens qui font l'énergétique. Il y en a plein. Donc, je suis passé par ce mouvement-là et je l'enseigne aussi. Mais bon,
ça va occuper 30% de mon temps. C'est pas ce que je préfère faire. Donc, je vais plutôt destiner mon temps aux gens qui viennent me voir en disant voilà, j'ai tel problème, est-ce qu'on peut jeter un œil, quoi. Regarder ce qu'il y a, bouger, quelles sont les structures mises en cause, quelles sont les constructions qui sont actives derrière moi en sous-marin, comment on peut bouger ça. C'est plutôt ce que je préfère faire. Ouais, justement, par rapport à ça, je vois bien l'idée d'aller fouiller nos structures qui vont être, on va dire, un peu dysfonctionnelles, qu'on n'accepte pas en tout cas, mais surtout comment on les intègre. Parce que je vois l'idée de chercher, de voir, et comment on intègre ça. Elle s'intègre parce qu'en fait, on va regarder les bugs, okay, et souvent ça fait comme des choses qui sont emboîtées les unes dans les autres. Là, il y a un premier stress, et lui il est engrammé parce qu'il y a une logique avant lui d'un autre stress, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour que ça fonctionne, il faut aller au bout des chaînes de stress en fait. Ça demande du temps. Ouais, ça peut demander. Et là, on est dans un tranche générationnel aussi, de monter comme ça. Des fois, ça branche sur une tranche générationnelle, parfois, parce qu'il y a un stress qui ne vient pas de depuis la naissance de la personne, c'est un stress préconstruit, emmené par l'ADN. Peut-être du biodécollage aussi. Oui, je me suis intéressé à ça. Donc c'est super intelligent ce décodage biologique, c'est super intelligent. Mais ça ne répondra pas forcément à toute l'échelle. C'est pas mon trip de faire du décodage biologique. Quel point de vue vous avez sur le libre arbitre? En fait, le libre arbitre, il est très automatisé. C'est-à-dire ton libre arbitre, c'est le focal que tu peux mettre sur un problème et te dire tiens, je vais le régler et bouger les structures derrière. De progresser de manière à ne plus avoir ce problème-là et de pouvoir entamer une tranche de vie différente. Pour moi, le libre arbitre, il se limite là. Autrement, c'est que des choix par défaut. La majorité de nos choix, ce sont des choix par défaut. Tu fais une évaluation et tu vas là. Par défaut, tu n'as pas vraiment de si libre arbitre que ça. Quelle est la logique d'avoir si peu de libre arbitre? De faire l'expérience progressive dans un système qui est hyper complexe comme l'humain. Ça donne beaucoup de pouvoir à l'humain, en fin de compte. Et c'est l'acquisition progressive de capacités et de mise en fonction dans la matière. Moi, je vois que ça. C'est plus facile. À la base, je vois que ça. C'est une logique d'apprentissage. Parce que le libre arbitre, de toute façon, il n'existe pas à partir du moment où on a subi, entre guillemets, subi un trauma. La façon dont on l'a vécu, c'est le libre arbitre. Je veux dire, c'est la manière dont on l'a vécu, je n'en pas le choix, on va dire. Même si au niveau du petit enfant, le libre arbitre, c'est plus difficile, mais... Je dirais qu'on vit les choses par automatisme. On n'a pas tellement choisi de se faire écraser, c'est un exemple, ou d'avoir un problème avec quelqu'un, on ne choisit pas. Par contre, on pose des conditions parfois, oui, pour que ça se passe, effectivement. Absolument. Je dirais plutôt qu'on pose des conditions pour que ça puisse, pour que ça arrive. Après, vraiment poser, tiens, ça, j'ai décidé de faire une expérience douloureuse, moi, je ne vois pas ça. Je vois plutôt des automatismes qui posent des conditions. Ouais, bien sûr. Dire quelque chose Comment dire, Anatole France qui disait tout s'explique lorsqu'il est véritable. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vraiment en soi, c'est extrêmement difficile de l'expliquer. On voit bien que c'est ce qui vous arrive. Vous essayez de donner des explications, mais c'est tellement en vous que pour arriver à le traduire, mais partant de là, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui fait déjà, bon, vous avez une espèce d'immanence, qui fait que quand il vient vous voir, il a déjà la conscience de vouloir changer de comportement. Oui, déjà, il y a effectivement ce pré-programme qui commence à s'installer. En partant de là, du coup, vous, ça vous permet d'emboîter et puis justement d'aller plus loin que ce qu'il pourrait faire s'il s'adressait à quelqu'un. Ouais, bon, ça, c'est un phénomène qui... Exactement. Ouais, c'est un phénomène qui est inhérent à tout. Vous avez tous remarqué que vous êtes malade, vous appelez le médecin, ça va déjà un peu mieux. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, déjà le système, qui se met moins en alerte. C'est intéressant. Donc c'est là où tout est possible. Bon, s'il n'y a pas d'accord, on ne va pas faire grand-chose. Vous pouvez prier autant que vous voulez sur quelque chose, ça ne une communauté peut se mettre à méditer sur moi pour me faire changer et ne plus être acupuncteur mais boulanger, ils n'y arriveront pas. Même avec l'intensité lumineuse qu'ils veulent, ils n'y arriveront jamais. Donc vous n'arriverez jamais à bouger un soldat qui est en train de tuer quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a des mécanismes fondamentaux et vous ne rentrerez pas dedans. Il y a une logique. Il y a une logique. Vous ne bougerez pas la logique. Il y a un travail. Pardon ?
Qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose par rapport à tout ça? Bah, l'hypnose, c'est une, comment dire, c'est un phénomène sur lequel vous êtes déjà. Parce que là, tout de suite, votre conscience, elle est modifiée, focalisée là-dessus. Et donc, tout le monde est sous hypnose. Quand vous conduisez, vous êtes sous hypnose. C'est par automatisme. C'est des formes d'hypnose. Après, il y a des gens qui sont spécialisés pour vous faire basculer encore un peu plus avec quelle est votre conscience. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est vous permettre, par des automatismes, d'explorer quelque chose. Est-ce que vous avez une technique pour nous aider, avec notre 5% de conscience, d'accéder à notre subconscient? Ben ouais, c'est ce que je vous ai évoqué, qui est hyper dur à comprendre. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, en fait. C'est d'accepter que les choses nous impactent. Accepter, c'est pas je me résigne, hein. C'est de toute façon, ça me fait souffrir. Je le sens que ça me fait souffrir. Et c'est pas tout de suite automatisme, ça m'embête, je peux y penser. Oui, si la charge est trop forte, après, moi, j'ai pas d'avis sur comment on peut le gérer. Je le gère aussi parfois en n'acceptant pas. Qu'on soit bien clair, hein, d'accord ? Mais au minimum, ne pas être dans le déni de ce qui se passe, parce que si on refuse d'être touché, ça ne marche pas. Oui, mais il y a des choses où on n'est pas conscient de ce qui peut nous arriver et pourquoi nous avons telle problématique. Mais si. Mais donc il y a bien une technique. Oui, la technique, c'est d'accepter l'information telle qu'elle est. C'est elle qui va vous dire comment vous êtes. Vous voyez ? Et c'est pas évident. Non, on n'est pas sur des plans psychologiques. Donc c'est pour ça que la communication est dure. Voilà, c'est mon truc depuis des années tout le temps. De communiquer sur ce que vous connaissez, qui est juste, hein, de la psy, de machin, c'est pas du tout les mêmes plans. Non, on ne peut pas se manipuler. Et par contre, même accepter les pires parties de nous. Alors vous savez très bien qu'on n'est pas super. Hein. Voilà. Il faut accepter notre médiocrité. Il faut accepter. Et là, plus on accepte qu'on est des fois des sales personnes, plus on est sur nous en fait en réel. Alors ça ne plaît pas, mais c'est que l'émotionnel qui ne plaît pas. La réalité, elle est que ouais, on est vraiment comme ça. Ok. Il y a quelque chose qui s'apaise dedans et qui s'installe. Et à partir de ça, on peut commencer à faire quelque chose. Mais si on dénie qu'on est parfois des sales personnes, etc., c'est Vous dites par rapport à accepter ses peurs, mais est-ce qu'il n'y a pas par exemple tout simplement le fait de réussir à les nommer? Quand on ressent quelque chose, de mettre un mot dessus, c'est déjà une façon de prendre conscience. C'est une façon de les analyser. Il faut prendre conscience, je suis d'accord, parce que vous regardez une peur et vous essayez d'analyser par le prisme de ce que vous en connaissez. Il n'y a pas forcément l'intégralité. Parce que vous pouvez avoir peur de quelque chose, de quelqu'un, j'ai peur de cette personne, ah oui, parce qu'elle me rappelle, etc. Mais vous ne savez pas pourquoi ce trauma, déjà, il s'est préinstallé. Pourquoi vous avez eu peur à la base de cette personne-là? Parce qu'il y a eu un rapport à l'autorité, parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu un rapport au sexe, il y a eu un rapport de regard